À l'aube du 19 mars 2025, le conducteur d'un camion poubelle qui se rendait à la base de sortie dans la banlieue de Dubai Land a remarqué sur le bord de la route une silhouette corpulente et épuisée, à peine visible dans la brume poussiéreuse. Une femme était allongée face contre terre. Elle ne portait pas de chaussures. Ses bras et ses jambes étaient dans une position anormale. Elle saignait de la bouche. Sa peau était écorchée. Elle n'avait ni papier ni sac. Seul son corps et des traces de traînées dans le sable étaient visibles. Elle respirait encore. À l'hôpital, on a découvert qu'il s'agissait d'une Ukrainienne de 20 ans. Elle s'appelait Maria Kovalchuk. Elle venait de Lviv. Elle était arrivée aux Émirats à la fin du mois de février avec un visa touristique. Elle travaillait comme mannequin d'escorte sous le couvert d'influenceuse. Elle faisait de la publicité pour des produits cosmétiques et tenait un compte OnlyFans. Ces derniers mois, elle vivait dans un appartement avec 2 autres jeunes femmes originaires du Kazakhstan et de Biélorussie. Aucune d'entre elles n'a signalé de conflit, de menaces ou de propositions étranges. Tout semblait normal, séances photos habituelles, sorties, invitations à des soirées privées, jusqu'au 9 mars. Le jour de son 20e anniversaire, Maria a informé ses amis qu'elle avait été invitée à un événement privé en l'honneur d'une fête religieuse. L'événement devait avoir lieu en dehors de la ville, dans une villa ou un penthouse, selon ses dires. L'endroit exact n'a pas été précisé. Elle a été prise en charge par une voiture sans plaque d'immatriculation. Après cela, Maria a cessé toute communication. 10 jours se sont écoulés. Elle ne s'est pas présentée à l'aéroport où elle devait prendre un vol pour la Thaïlande. Son téléphone était éteint. Silence sur les réseaux sociaux. Ses proches en Ukraine ont donné l'alerte. L'ambassade a envoyé des demandes aux autorités locales. La réponse a été formelle. La citoyenne ne figure pas parmi les personnes détenues ou décédées. À ce moment-là, personne ne savait encore que son corps était déjà transporté en réanimation avec les diagnostics suivants. Fracture par compression de la colonne vertébrale, fracture multiple du bassin, traces d'étranglement, hématome, hémorragie interne. Son pouls était à peine perceptible. Sa respiration était superficielle. Elle avait simplement été jetée sur le bord de la route. Cependant, elle a survécu. Lorsque Maria a repris connaissance, elle ne pouvait pas parler. Ses souvenirs étaient fragmentaires. Son regard se perdait dans le plafond de la chambre. Peu à peu, elle a commencé à se souvenir. Pas de tout, mais suffisamment pour que le tableau commence à se dessiner. Tout d'abord, le trajet. Une longue route. La nuit. Aucun bâtiment. Le désert. Des escortes silencieuses encapuchonnées. Puis une clôture. La lumière des générateurs. Des pas sur le sable. Une forte odeur d'encens et de suie. Des ordres. Ne pas parler, ne pas poser de questions, ne pas regarder les visages. Les téléphones avaient été confisqués immédiatement. Maria se souvenait qu'on l'avait mise à genoux devant une plateforme ronde en pierre. Tout autour, des feux brûlaient dans des bols en fer. Au centre, il y avait un autel. Un homme vêtu d'une robe noire s'est penché vers elle. Il a prononcé quelque chose dans une langue incompréhensible. Puis il l'a prise par le menton et a examiné son visage. Quelqu'un derrière elle la tenait par les épaules. Elle a ensuite reçu un coup, puis un autre. Elle criait. On lui a cassé le bras. On lui a appuyé sur la poitrine. Elle perdait connaissance, puis reprenait conscience. Quelqu'un répétait « Préparez le four ». Elle s'est souvenue précisément de ce mot. Le four. Il brûlait quelque part sur la droite. La chaleur était palpable, même avec les yeux fermés. Puis il y eut une pause. Quelqu'un s'approcha d'elle. Il la regarda. Ils échangèrent quelques mots. L'un des hommes dit « Son sang n'est pas pur ». L'autre précisa « Ça a commencé ». Après ces mots, tout s'arrêta. Plus tard, à l'hôpital, on lui expliqua que ses règles avaient de commencer ce soir-là. Dans ces rites, selon les personnes informées, cela est considéré comme un signe.
La victime est inacceptable. La magie noire n'accepte pas ce sang. Maria, selon la logique du rituel, était devenue souillée. C'est précisément ce qui l'a sauvée. Cependant, ce n'est pas par pitié qu'ils ont renoncé à la tuer. Ils n'avaient tout simplement pas le temps. Un autre sacrifice était déjà dans le four, selon l'un des témoins, qui a ensuite témoigné anonymement. Il fallait nettoyer les lieux avant l'aube. Maria n'a pas été condamnée à être brûlée. On l'a emmenée et abandonnée à la lisière du désert, dans l'espoir qu'elle ne survive pas jusqu'au matin. Mais elle a survécu, et cela a posé un problème à ceux qui avaient organisé cette nuit-là, car la victime a parlé. Au cours des 2 premières journées qui ont suivi la découverte de Maria dans le désert, personne n'a officiellement commenté son état. L'hôpital était gardé. La patiente était sous surveillance 24 heures sur 24. La raison officielle était danger de mort. Officieusement, il s'agissait d'une menace potentielle de pression extérieure. Il était déjà clair qu'il ne s'agissait pas d'une agression fortuite. Maria a commencé à parler le 3e jour. D'abord quelques mots, puis des phrases. Les médecins ont pris des notes. La police est restée silencieuse. Ce n'est qu'après qu'une infirmière a secrètement envoyé un message sur Internet avec la mention « On dirait qu'elle a été victime d'un rituel », que l'intérêt des médias est devenu incontrôlable. Le consulat ukrainien s'est saisi de l'affaire. Ses représentants ont exigé de rencontrer la patiente. Les avocats ont demandé à avoir accès au dossier. Mais les autorités locales ont refusé de reconnaître l'agression. Elles ont indiqué que la citoyenne aurait pu avoir un accident, s'enfuir d'une fête ou provoquer elle-même la violence. Tout semblait indiquer une tentative de détourner l'attention de l'affaire. Cependant, 3 jours après la publication sur la chaîne Telegram d'un blogueur émirati, la première photo a fait surface. Une image satellite de l'hôtel dans le désert, près duquel on pouvait voir des camions, des générateurs et des gardes. La photo était datée du soir du 9 mars, le soir même où Maria a disparu. Les coordonnées indiquaient un site situé à 70 km du centre-ville qui n'apparaissait sur aucune carte des hôtels ou des centres de loisirs. Des journalistes ont tenté de s'y rendre. Cependant, les agents de sécurité ont arrêté leur véhicule à 3 km de l'entrée. Officiellement, il s'agissait d'un terrain privé. Un drone lancé le lendemain a réussi à filmer uniquement une aire goudronnée, des tentes et 3 véhicules avant que le signal ne disparaisse. Il s'est avéré par la suite que le site avait déjà commencé à être démantelé. Pendant ce temps, Maria continuait de témoigner. Elle se souvenait de fragments, un cercle rouge, une femme masquée, des cheveux en feu, des personnes silencieuses encapuchonnées. Presque tout cela ressemblait à des fragments de psychose. Cependant, des traces de cendres, de fines particules de suie et d'une peinture sombre spécifique avec des résidus de résine ont été découvertes sur le corps de la jeune femme. L'analyse a révélé que ce composé n'était pas utilisé dans la vie quotidienne, mais pouvait être utilisé dans les revêtements rituels. Cela a été confirmé plus tard par l'un des experts invités. Une semaine plus tard, le premier témoin clé a été retrouvé. Un homme travaillant comme chauffeur pour une entreprise de logistique a déclaré anonymement que dans la nuit du 8 au 9 mars, il avait transporté 5 jeunes femmes vers un site dans le désert. Le camion était escorté par 2 voitures avec des gardes. Tous les téléphones avaient été confisqués. Le chauffeur a signé un accord de confidentialité, a été payé et a reçu l'ordre de ne pas en parler. À la question de savoir s'il avait vu où les jeunes femmes avaient été emmenées, il a répondu brièvement. Dans une cour d'où sortait de la fumée, il y avait une plateforme et de la musique sans parole. 2 jours plus tard, il a quitté le pays et a refusé de faire d'autres déclarations. L'affaire a alors pris une autre tournure. Sous la pression de la représentation diplomatique ukrainienne, les autorités des Émirats arabes unis ont créé une commission spéciale. Au départ, il s'agissait d'une mesure purement formelle. Cependant, dès les premières vérifications, il est apparu qu'au cours des 6 derniers mois,
9 cas de disparition de femmes étrangères, pour la plupart originaires d'Europe de l'Est et d'Asie du Sud-Est, avaient été signalés dans un rayon de 100 kilomètres autour de Dubaï. Toutes les affaires ont été classées sans explication. La formulation officielle était « départ volontaire »,« disparition volontaire »,« violation du régime des visas ». Personne n'a vérifié la dernière géolocalisation ni demandé les enregistrements des caméras. Au vu de ces informations, le témoignage de Maria ne semblait plus relever de la paranoïa. Peu après, des journalistes d'investigation arabes se sont intéressés à l'affaire. Ce sont eux qui ont découvert l'existence de manifestations privées organisées dans le désert à l'occasion de fêtes secrètes, des dates religieuses non officielles liées à des cultes locaux. Selon les rumeurs, des soirées rituelles y étaient organisées pour des invités fortunés d'Asie et d'Europe, parfois avec des éléments de performance, parfois avec quelque chose de bien plus dangereux. Une semaine après la publication des premiers articles, le nom de Maria Kovalchuk était connu dans tous les médias des Émirats. Certaines publications la qualifiaient de mannequin survivante, d'autres de fille venue de l'enfer. Des théories conspirationnistes ont circulé sur Internet, affirmant qu'elle avait été piégée, qu'elle avait participé de son plein gré, ou que tout cela n'était qu'une mise en scène. Cependant, ses blessures physiques, les rapports médicaux et le silence des organisateurs ont confirmé l'essentiel. Elle a bien été victime d'actes de violence et il ne s'agit pas d'un simple conflit domestique. La prochaine étape a consisté à tenter d'interroger officiellement les personnes qui se trouvaient à Dubaï le jour de sa disparition. Maria a désigné un homme du nom de Nasser, qui s'était présenté comme l'organisateur de l'événement. Selon elle, il portait un costume sombre, avait une barbe et parlait avec un accent. Les images des caméras ont montré qu'un homme correspondant à cette description s'était effectivement approché d'elle à l'entrée du club la veille de sa disparition. Cependant, lorsqu'il a été convoqué pour être interrogé, il avait déjà quitté le pays, à bord d'un avion privé. À ce stade, l'enquête s'est heurtée à un mur. 9 témoins, 5 jeunes femmes qui auraient assisté à la même soirée ont disparu. Un agent de sécurité a été retrouvé mort. La version officielle parle d'un accident vasculaire cérébral. 2 agents d'entretien qui ont nettoyé les lieux le matin du 10 mars n'ont fait aucune déclaration. Leurs contrats ont été résiliés et ils ont quitté les Émirats arabes unis dans les 3 jours. Tout indiquait que des personnes très influentes étaient derrière tout cela. Maria n'était peut-être pas la personne qu'ils avaient choisie. Cependant, elle a survécu. Il fallait maintenant s'occuper d'elle. Après 2 semaines à l'hôpital, Maria Kovalchuk a été transférée dans une clinique privée, officiellement pour sa rééducation, en réalité pour sa protection. À ce moment-là, il était clair que, quelle que soit la personne derrière cette fête, elle continuait à contrôler la situation. Les personnes susceptibles de faire la lumière sur les événements de la nuit du 8 au 9 mars disparaissaient les unes après les autres. L'avocat qui représentait Maria devant le tribunal émirati a soudainement renoncé à l'affaire 3 jours après avoir déposé une demande de protection pour la témoin. En partant, il a prononcé ces mots qui sonnaient comme une menace. « Si elle veut vivre, elle ferait mieux de partir. » Le lendemain matin, l'avocat avait déjà quitté le pays, sans commentaire. Quelques jours plus tard, un autre témoin potentiel a disparu. Le traducteur qui travaillait avec Maria. Un homme du nom d'Ilyas, citoyen pakistanais, l'avait aidé à faire sa première déposition. Il a ensuite disparu. Son téléphone était éteint, sa page sur les réseaux sociaux supprimée et sa chambre d'hôtel libérée sans qu'il ait réglé la note. Le directeur de l'hôtel a simplement déclaré « Il est parti dans la nuit, seul ». Tout cela a coïncidé avec l'apparition de nouveaux fragments de souvenirs de Maria. Elle a commencé à se souvenir de détails de la salle où elle se trouvait. Un symbole en forme de triangle avec un cercle à l'intérieur, de grands miroirs, un bruit rythmique et
une inscription en latin sur le mur. Elle ne comprenait pas le sens du texte, mais elle a réussi à le mémoriser. Sacrificium imperfectum non accipitur. Un sacrifice imparfait n'est pas accepté. Ce fragment était d'une importance cruciale. Il confirmait la version avancée par les journalistes d'investigation. Aux Émirats arabes unis, malgré les lois officielles, il existe un réseau de cultes secrets opérant sous le couvert de soirées élitistes. Cela est généralement considéré comme une légende urbaine. Mais dans le cas de Maria, les coïncidences étaient trop nombreuses. Entre-temps, les autorités ukrainiennes ont demandé le transfert temporaire de Maria pour qu'elle puisse recevoir des soins médicaux. La réponse des Émirats arabes unis était vague. L'affaire pénale n'est pas close, le témoin ne peut pas quitter le territoire. En d'autres termes, la jeune femme qui avait été agressée et qui avait miraculeusement survécu était en fait retenue dans le pays, sans protection, sans statut de plaignante, seulement en tant que participante à l'enquête. Au même moment, les médias ont découvert qu'une délégation d'un fonds d'investissement du Moyen-Orient était arrivée à Dubaï le jour de l'agression. Elle était composée de 6 personnes, dont 3 figuraient parmi les fondateurs de sociétés d'investissement soupçonnées d'activités illégales. Leurs noms n'ont pas été rendus publics. Cependant, selon des informations indirectes, l'un d'entre eux était Nasser, celui-là même que Maria avait mentionné. Un journaliste occidental a tenté de mener une enquête indépendante. Il a filmé les événements de la soirée dans le désert à l'aide d'une caméra cachée. 2 jours après la publication, son compte a été bloqué et sa chaîne supprimée pour violation des conditions d'utilisation. Seules 2 chaînes Telegram ont réussi à enregistrer la vidéo. On y voit un campement de tentes, des hommes en vêtements blancs, des danses autour d'un feu et une estrade éclairée par des projecteurs sur laquelle se tiennent des jeunes filles vêtues de longues capes. Il n'y avait pas de son, mais l'enregistrement ne laissait aucun doute. Tout semblait indiquer la préparation d'un rituel. Pendant ce temps, la pression s'intensifiait autour de Maria. Son téléphone était sur écoute. À 2 reprises, des inconnus ont tenté de s'introduire dans la clinique. Une fois, le gardien n'est pas venu prendre sa relève. Il a été retrouvé plus tard inconscient dans un parking. La police a conclu à un coup de chaleur. Suite à cela, l'ambassade d'Ukraine a obtenu l'installation d'un système de vidéosurveillance. Le véritable tournant a eu lieu à la mi-avril. Un ancien employé de la société chargé de la logistique de l'événement a contacté des journalistes de manière anonyme. Il a confirmé que dans la nuit du 9 mars, ils avaient reçu l'ordre de se débarrasser du corps. Un homme vêtu d'une chemise noire, parlant anglais avec un accent allemand, leur a transmis les coordonnées et leur a donné pour instruction de transporter le corps dans le désert sans laisser de traces. Il a déclaré que la cérémonie avait été interrompue, que tout avait déjà brûlé et que cette personne était déjà décédée. Selon lui, la jeune femme était effectivement enveloppée dans un tissu épais. Cependant, lorsqu'un des chauffeurs a tenté de vérifier, elle a bougé. Les chauffeurs ont pris peur, ont abandonné le paquet et sont partis. C'est ainsi que Maria s'est retrouvée à l'endroit où elle a été retrouvée plus tard par des ouvriers indiens. Cette information a complètement changé le cours de l'affaire. Il ne s'agissait plus simplement de violence ou de coups, mais d'une tentative de meurtre. Et même plus, d'un meurtre rituel. Maria a été la dernière à l'apprendre. On ne lui a pas donné de détails, par crainte pour son état. Mais lorsqu'on lui a finalement permis d'écouter l'enregistrement de la déposition du chauffeur, elle s'est renfermée sur elle-même. Elle n'a pas parlé pendant 3 jours. Le 4e jour, elle s'est exprimée pour la première fois en ukrainien, alors que toutes les conversations précédentes s'étaient déroulées en russe ou en anglais. Ses premiers mots ont été « Tout ce que j'ai vu est vrai. Je ne me tairai plus ». Après la publication d'un témoignage anonyme sur la commande de l'élimination du corps, la situation autour de Maria Kovalchuk est devenue critique.
Les médias locaux ont ignoré le sujet, mais la presse internationale, au contraire, s'en est emparée. Les chaînes de télévision polonaises, tchèques, allemandes et italiennes ont commencé à couvrir activement l'affaire de la mannequin ukrainienne qui, selon elle, a miraculeusement échappé à la mort lors d'une cérémonie rituelle réservée à quelques privilégiés. Des dizaines de discussions ont vu le jour sur YouTube et Reddit en anglais, et les blogueurs ont commencé à émettre des hypothèses sur l'identité de la personne que Maria aurait pu découvrir. Sous la pression de l'opinion publique, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a de nouveau demandé aux autorités des Émirats arabes unis d'autoriser l'évacuation de la citoyenne ukrainienne, invoquant une menace directe pour sa vie. Les autorités de Dubaï ont d'abord gardé le silence, puis ont poliment rejeté la demande, arguant que l'enquête n'était pas terminée, que l'affaire était sensible et que le statut de la victime n'était pas finalisé. En d'autres termes, Maria restait en résidence surveillée. Elle ne pouvait pas quitter la clinique sans autorisation. Ses déplacements étaient surveillés. Elle était sous surveillance. Au cours de la 4e nuit après le tollé, un événement a confirmé les pires craintes. Les caméras ont filmé un minibus blanc sans plaque d'immatriculation s'arrêtant près de la sortie de secours de la clinique vers 2 heures du matin. Sur la vidéo, on voit 2 hommes en gants et vêtus de noir. Ils se sont dirigés directement vers l'ascenseur, sont montés à l'étage souhaité, ont contourné le poste de sécurité. À ce moment-là, le gardien était sorti pour fumer et se sont dirigés vers la chambre de Maria. Tout aurait pu se terminer cette nuit-là. Cependant, le détecteur de mouvement installé auparavant par les représentants du consulat ukrainien s'est déclenché. L'alarme s'est déclenchée, les portes se sont verrouillées et le personnel a appelé la police. Les hommes ont pris la fuite sans avoir pu accomplir leur mission. L'un d'eux a laissé tomber un objet métallique en tombant, probablement une seringue contenant un puissant neuroparalysant. Il n'y avait aucune empreinte. Après cela, il était clair qu'il ne fallait plus attendre. La menace était réelle. Et Maria n'était plus seulement un témoin, mais la clé de quelque chose de bien plus dangereux. 2 jours plus tard, elle a été secrètement emmenée de la clinique, sous bonne garde, sans aucun commentaire officiel. Officiellement, il s'agissait d'un transfert vers un établissement médical européen. En réalité, il s'agissait d'une évacuation d'urgence. Une semaine plus tard, elle se retrouvait dans une clinique en Pologne, sous la protection des services secrets ukrainiens et polonais. C'est seulement là qu'elle a tout raconté pour la première fois, sans rien omettre. Selon ses dires, la fête avait eu lieu dans une villa privée dans le désert, à environ 40 minutes en voiture du centre de Dubaï. L'endroit était éclairé par des torches et entouré de gardes armés. Il y avait plusieurs dizaines d'invités, principalement des hommes vêtus de blanc. Elle a été conduite dans une salle qui ressemblait à un théâtre. Une scène, un rideau, un podium. Les jeunes femmes étaient amenées une par une. Certaines disparaissaient derrière la porte, d'autres revenaient en larmes. Puis les lumières se sont éteintes. Le rituel a commencé. Silence. 3 hommes masqués sont apparus. Ils ne parlaient pas. Ils passaient simplement leurs mains sur les corps, comme s'ils vérifiaient quelque chose. Lorsqu'ils sont arrivés à elle, ils se sont arrêtés. L'un d'eux s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille d'un autre. Puis, ils l'ont frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, ils l'ont étranglée. Elle s'est réveillée dans l'ombre derrière la salle. Le chauffeur criait quelque chose. Une autre jeune fille pleurait. Le feu s'éteignait. Le soleil se levait. La voiture roulait à toute vitesse sur le sable. Puis, l'obscurité. Maria a signé une déclaration pour l'ouverture d'une enquête pénale internationale. Son témoignage a servi de base à une demande adressée à Interpol. Mais l'affaire en est restée là. L'enquête aux Émirats arabes unis a été suspendue de manière inattendue. Le tribunal n'a officiellement trouvé aucun élément constitutif d'un crime dans les actions de personnes spécifiques. Il a été indiqué « absence de preuves suffisantes »,
impossibilité d'identifier les coupables et insuffisance des témoignages. Aucun suspect n'a été arrêté. Selon les informations disponibles, tous les invités à la fête ont quitté le pays dans les 24 heures qui ont suivi l'incident. En mai 2025, l'affaire a été officiellement classée. Maria reste en Europe sous protection. Elle ne donne pas d'interview. Elle ne publie pas de photos. On sait seulement qu'elle a changé de nom, de documents et de pays de résidence. Aujourd'hui, d'autres prennent la parole pour elle. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des personnes qui estiment que l'affaire Kovalchuk n'est pas un cas isolé, qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. Que les rituels, la magie noire et les spectacles sadiques lors de soirées privées ne sont pas des mythes, mais une réalité cachée derrière l'argent, les relations et la peur. L'affaire officielle est classée. Aucune accusation n'a été portée contre quiconque. Tous ceux qui auraient pu être impliqués dans la cérémonie rituelle ont quitté le pays. Les vidéos des caméras ont été détruites, les preuves n'ont pas été confirmées, les témoins ont disparu. Les canaux diplomatiques restent silencieux. Maria Kovalchuk est restée en vie. Aujourd'hui, elle est sous protection en Europe et vit sous un autre nom. Elle n'est pas revenue à la vie publique. Pas une seule interview, pas une seule apparition à la télévision. Seuls des détails fragmentaires sont transmis par ceux qui ont communiqué avec elle en privé. Qu'est-ce que c'était? Un rituel? Un divertissement extrême pour les riches? Ou une partie d'un système plus large dont on ne parle pas? Nous ne portons pas de jugement, mais nous posons des questions. Si vous souhaitez que de telles histoires soient entendues, veuillez aimer, partager la vidéo et écrire ce que vous en pensez. Car tant que nous gardons le silence, ces soirées continuent.